Eh bien bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous l'attendiez depuis une semaine, livre journal de géopolitique profonde est de retour. Je remercie Lara qui m'assistera aujourd'hui et avec qui est réalisée cette revue de presse hebdomadaire de ce libre journal. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Virginie à la technique, bonjour Virginie. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est son grand retour au standard. Patrice, il a survécu au cyclone de la Réunion et ce matin est arrivé jusqu'à nous malgré la tornade Anne Dingo, déchaînée comme jamais. C'est à lui, chers auditeurs, que vous pouvez poser vos questions aujourd'hui. Vers 9h35, la chronique financière avec le président de Géopolitique Profonde, cette semaine, c'est donc Franck Pengam, suivi du grand entretien avec Thibaut Kerlirzin, le thème la mutinerie internationale des agriculteurs. D'ici là, on se bagarre sur tous les fronts. Agriculteurs en colère, prix de l'énergie, surdélinquance, remigration, grand remplacement, coup de force de pseudo-sages, lutte du genre, guerre de l'information, chasse aux sorcières, résistance contre l'Union européenne. Vers la Troisième Guerre mondiale ? En tout cas, Trump triomphe, malgré les adversités multiples. C'est tout de suite la revue de presse de la fin des temps. De l'agriculture en Europe et en particulier en France cette semaine. Le Figaro titre « Sous les bonnets jaunes, la colère noire des agriculteurs ». À Agen, au cœur de la révolte du sud-ouest agricole, la préfecture d'Agen est aspergée de purin, le fumier est incendié. En face, l'État semble tétanisé. Une circulaire du ministère de l'Intérieur appelle les forces de l'ordre à faire preuve d'une grande modération. On est loin du traitement des gilets jaunes et pourtant la situation paraît potentiellement plus grave. Les premiers slogans des agriculteurs sont sans appel. Notre faim sera votre faim. Le malheur est dans le pré. Il faut dire qu'en moyenne, en France, aujourd'hui, 2 agriculteurs se suicident par jour. Le bonnet jaune marque la fusion des crises des bonnets rouges et des gilets jaunes. Bien vu sur le plan du symbole, d'autant plus que le mouvement des bonnets rouges, contrairement aux gilets jaunes, a marqué une reculade du pouvoir à l'époque. Après, si le pouvoir hésite à recourir à la force, c'est probablement qu'il juge le monde agricole pas totalement mort. Vous savez, la grenouille pas suffisamment ébouillantée. S'attendre à des reculades du gouvernement. Alors, cela sera-t-il suffisant alors que la menace du blocage de Paris se rapprochait ? La question reste posée aujourd'hui. Mais quelles sont les principales raisons de la colère que le gouvernement récolte en ce moment même ? La vendange risque d'être corsée. Vous imaginez bien que le décès de l'agricultrice et de sa fille au barrage de Pamiers, fauché par 3 OQTF, pour changer, ne va pas arranger les choses. 10 revendications d'ampleur nationale se dégageaient. Pouvoir vivre de son travail, donc une meilleure rémunération, à mettre en rapport avec les députés qui s'accordent 300 € de plus par mois pour leurs faux frais, leurs menus frais, pourrions-nous dire. Les agriculteurs déclarent moins que ces 300 € par mois. Alors pour les députés, ça fera donc dorénavant par mois un salaire de 7 637 € et de faux frais par mois 5 950 €. C'est si peu. Deuxième revendication, maintien de la détaxation du gasoil non routier. Ce point est crucial. Il n'est pas question pour les agriculteurs d'accepter un crédit d'impôt générateur de tracasseries administratives infinies qui aboutirait éventuellement à l'obtention d'un petit chèque venant alléger partiellement le coût de gasoil et encore, jusqu'au jour où cela s'arrête. Donc, autre revendication, en finir avec toute cette paperasserie administrative dont l'administration française a le secret qui use à petit feu nos paysans. Autre revendication, limiter les normes environnementales imposées par Bruxelles au nom du Green Deal. Ensuite, ne pas subir la concurrence déloyale de l'étranger hors Europe qui ne respecte pas les normes imposées à nos agriculteurs, dont l'Ukraine qui bénéficie d'avantages exorbitants dans le cadre de la solidarité européenne. La reconnaissance de la société plutôt que d'être taxé de pollueurs à tout bout de champ, ils nous nourrissent, rappelons-le. Les contrôles intempestifs d'une administration tatillonne, un meilleur accès à l'eau, pas d'interdiction de produits phytopharmaceutiques sans solution alternative, et enfin faciliter la transmission de l'activité au sein de la famille. L'Europe de Bruxelles, ses normes liées à la transition écologique, sa politique de décroissance et son laxisme en matière de concurrence extra-européenne semblent être désignés comme la principale coupable de la situation de notre agriculture, n'en déplaise à Marc Fesneau, qui continue de considérer que l'échelon européen est satisfaisant, et à Sandrine Rousseau qui cherche à incriminer la grande distribution et se convaincre que les normes liées à la transition écologique ne sont pas en cause. Ne parlez pas de Sandrine Rousseau aux agriculteurs. Je vous rappelle sa réception ainsi qu'à la Tondelier dans l'Aude l'année dernière par des vignerons. Va faire la soupe, salope.
Ensuite, les élites ont de toute façon beaucoup de difficultés à entendre cette colère. Nous observons là une nouvelle illustration de ce que nombreux sociologues décrivent comme un clivage de classe entre la France d'en haut, la France d'en bas, la France triple A et la France de l'ombre, celle qui ne fait pas rêver, qui s'éteint et qu'on éteint d'ailleurs dans une indifférence presque absolue. Question, doit-on mourir aujourd'hui parce que l'on ne fait pas rêver les élites interchangeables et mondialisées de demain? L'agriculteur gêne dans les campagnes, il encombre. On ne veut plus de lui. Pollution visuelle, sonore, olfactive. Certains néo-ruraux ne les supportent plus dorénavant qu'en peinture sur les cimaises de quelques musées. La disparition quasi programmée de l'agriculture, après celle de la paysannerie, représente l'effacement d'une généalogie entière. En a-t-on vraiment conscience? Rayés d'un trait de plume, les héritiers des défricheurs gaulois, des aménageurs romains, des jardiniers de nos paysages, de tous ceux qui ont bâti la France, l'ont repeuplée, l'ont enrichie. Est-ce que cela, ce que nous souhaitons, est-ce que cela qui est désirable? La responsabilité de Bruxelles n'en reste pas moins évidente. Nos gouvernants feraient bien de se plonger dans Sérotonine, le roman de Michel Houellebecq paru en 2019. On y trouve une description poignante du malaise paysan. Le tableau aussi d'une révolte désespérée contre l'Union européenne. Nous y sommes. De Berlin à Paris, de Varsovie à Amsterdam, les éléments de circonstance diffèrent, mais la structure de la crise est la même. Elle est la conséquence d'une logique inquiétante, d'un décroissantisme qui ne dit pas son nom, d'une contre-vérité doublée d'une immense prétention. Le postulat, l'Europe première coupable du réchauffement climatique, est faux. La conclusion, nous serons la région du monde la plus vertueuse, est folle. S'en suivent un certain nombre de décisions au nom bucolique, pacte vert, restauration de la nature, mais qui recouvrent une ivresse normative qui impose la réduction de culture et facilite l'importation de ce qu'on pourrait aisément produire nous-mêmes. Ce n'est ni écologique ni prophétable. Le père Ubu est à Bruxelles, écrit Vincent Trimolet de Villers dans Le Figaro. Oui, mais il y a une tendance tricolore à surtransposer les exigences vertes de l'Union européenne qui grèvent la compétitivité de nombreuses filières. L'Hexagone est déficitaire par rapport à ses voisins européens. C'est typique de cette équipe gouvernementale, plus encore que par le passé. Il s'apitoie faussement sur le monde agricole dans l'Hexagone, mais pousse à des normes toujours plus contraignantes au niveau européen. Duplicité et déloyauté du en même temps. C'est la marque de notre temps. Conséquence de ces déclassements européens, la France est passée au niveau mondial de la 2e à la 5e place en termes d'exportation nette entre 2007 et 2021. Ses parts de marché ont fondu de 11% en 1990 à moins de 5% en 2021. Souligne par exemple le sénateur Laurent Duplon LR dans son rapport d'information sur la compétitivité de la ferme France. L'Europe n'en reste pas moins sous pression. Vous avez raison, Lara, car la crise agricole est européenne. Bruxelles a décidé de lancer un dialogue stratégique destiné à désamorcer les griefs. Objectif affiché, dépasser le clivage dans les débats sur la transition écologique au cœur des textes législatifs du pacte vert de l'Union européenne. Au programme, revenus des agriculteurs, durabilité des pratiques, innovation technologique, compétitivité. L'idée est de forger une vision commune de l'avenir en s'assurant que les agriculteurs seront récompensés pour leur contribution aux objectifs environnementaux. Mais ce dialogue, je trouve, arrive bien tard. Bon, revenons une dernière fois sur l'actualité du jour en France. Il a réussi son premier examen de passage à table avec les agriculteurs. Mieux que le grand oral de Sciences Po qu'il n'a probablement jamais passé. Il nous a fait une séquence de l'amour est dans le pré, que n'aurait pas renié Karine Le Marchand. Il n'y a pas d'amour, mais que des preuves d'amour. Ah, que je t'aime, vache, mouton, dindon, belle petite poulette. Et toi aussi, ma Janine. Surtout toi, mon Robert. Beaucoup de généralités sur l'indépendance nationale et la souveraineté alimentaire. L'inverse de ce qu'il dit à Bruxelles. Quelques mesures d'urgence car ils ne savent plus traiter que cela, les conséquences les plus odieuses de leur politique mondialiste. Un enfumage sur le prix du GNR. Un coup de pied en touche sur le traité de libre-échange Mercosur. Et quelques mesurettes cosmétiques et des promesses sans rien de concret au bout. Mais pas un mot sur la compétitivité de notre agriculture. Rien sur la distorsion des normes. L'entrée facilitée par exemple des produits ukrainiens. Tout cela ne sera peut-être pas suffisant pour éteindre l'incendie, on verra bien. Dans tout cela, qui refait parler de lui, Bruno Le Maire annonce une hausse entre 8,6% et 9,8% à partir du 1er février. Le ministre de l'économie a qualifié ce dimanche cette hausse de difficile mais nécessaire et acté la fin du bouclier tarifaire à partir de 2025. La faute à qui? À Bruxelles? À l'Allemagne? Ou à Poutine et Le Pen?
Ah, mon bulot Le Maire, hein, croyait qu'il avait atteint son point le plus bas en déclarant que l'Europe allait faire plier l'économie russe à coups de paquets de sanctions. Il était chaud et dilaté comme jamais déjà à l'époque, Bruno. Mais là, après avoir atteint le fond de la piscine, il a décidé de creuser. Écoutons-le, c'est sa dernière perle en date au ministre de l'économie, qui se révèle, je le rappelle, Premier ministre lors du dernier remaniement et qui pense que son intelligence supérieure est un obstacle dans la communication avec l'opinion publique. Tiens donc. Qu'est-ce qu'il dit ? Si les prix de l'électricité ont flambé, c'est parce que Vladimir Poutine, l'ami de Madame Le Pen, a attaqué l'Ukraine et a fait flamber les prix de l'électricité et du gaz. Ils sont directement responsables. Ah non. Pour régler le problème, il suffit de sortir du marché européen de l'énergie, mon bulot, qui est un véritable boulet pour notre économie, nos entreprises et les consommateurs. Nous avons l'énergie la moins chère d'Europe grâce à notre choix du nucléaire. Il n'y a aucune raison de payer notre énergie au prix des centrales à gaz allemandes. Je rappelle qu'en 2010, à l'occasion d'un chantage de la Commission européenne, la France est rentrée dans un accord sur un marché européen de l'électricité complètement artificiel qui créait des fournisseurs qui ne produisaient pas, qui ne transportaient pas et qui ne distribuait pas pour casser le monopole jugé impie d'EDF. À cette occasion, on a créé une autre horreur, ça s'appelait l'Arenh, qui prévoyait de vendre une part de l'électricité d'origine nucléaire aux fameux fournisseurs à prix coûtant pour qu'ils puissent animer une concurrence. Ce marché était artificiel puisque les énergies éoliennes et solaires déficitaires obtenaient un tarif garanti et une priorité sur le réseau. Pareil ensuite avec le gaz, qui a fortement augmenté suite à notre décision de se passer du gaz russe. Je dis bien notre décision. Mais il n'est pas possible, Nicolas, de quitter le marché de l'énergie européen. Les Allemands ont fait comprendre à nos dirigeants que notre acceptation de ces règles, qui évitent une concurrence jugée déloyale pour leur industrie, est la condition sine qua non de leur soutien face au marché financier vis-à-vis de notre dette abyssale. Et puis des négociations ont lieu en octobre dernier. Les commentateurs économiques ont trouvé que la France en est bien sortie, assurant que les investisseurs dans le nucléaire de l'État français ne soient pas considérés comme une aide déguisée à l'économie française. Ouais, la belle affaire. Et en retour, on continue de s'endetter par dizaines de milliards avec le bouclier tarifaire. Vous n'avez pas l'impression que le serpent se mord un peu la queue jusqu'à notre banqueroute finale ? Non. L'Espagne et le Portugal ont montré qu'il était possible de sortir de cette usine à gaz. C'est le mauvais choix. C'est le mauvais choix énergétique des coalitions allemandes qui ont pactisé avec les ayatollahs écologistes, les fameux Grünen, qui nous ont mis dans cette situation. C'est ce qu'a rappelé encore dernièrement Loïc Lefort-Prigent, ancien PDG de GDF. Cette solution doit être de nouveau examinée aujourd'hui. Il faut impérativement rapprocher le prix payé par le consommateur du coût de production et de la logistique associée. Le rideau de fumée dans lequel nous vivons est insupportable. Le marché de l'électricité est aujourd'hui artificiel. Il le sera encore plus lorsque les nouveaux investissements rentreront en production. Il n'est pas réformable. Or, il est clair qu'il n'existe pas de traité contraignant européen sur l'énergie et notre intérêt est de sortir des accords, ce qui est parfaitement possible. Changeons de sujet. Un autre mal qui accable notre société, la surdélinquance qui n'épargne plus personne aujourd'hui. Ainsi, une tentative de homejacking à l'hôtel particulier de la présentatrice de France Télévisions Anne-Sophie Lapix. 2 mineurs d'origine africaine, 3 majeurs interpellés, dont 2 seraient des migrants. Les 5 cambrioleurs ont finalement pris la fuite avant même de pénétrer dans le logement, dérangés par le fils de la journaliste qui, ayant entendu du bruit, était descendu. Il a même eu le temps de filmer la fuite des cambrioleurs et les 5 malfrats ont pu être interpellés après une intervention musclée de la police pour les déloger de leur voiture dans laquelle il a été retrouvé le kit du parfait cambrioleur, ainsi que plusieurs objets pouvant servir à séquestrer des potentielles victimes, comme des rouleaux de scotch. De même, Georges Fenech, victime d'une tentative de cambriolage alors qu'il était en direct sur CNews. Le pauvre. L'ancien député LR du Rhône et chroniqueur se trouvait sur un plateau de la chaîne de télévision CNews quand son appartement a fait objet d'une tentative d'effraction dimanche soir. C'est sa belle-fille qui a donné l'alerte. Une plainte a été déposée par l'ex-député lundi après-midi. Alors le plus cocasse est ce détail, le chroniqueur quitte le plateau à la hâte et appelle sa compagne lors du cambriolage. Selon son récit aux Parisiens, sa compagne et sa belle-fille âgée de 15 ans se trouvaient dans l'appartement. La première devant l'émission diffusée en direct sur CNews, auquel participe son compagnon. Et sur le plateau, tenez-vous bien, la discussion porte justement sur les multiples intrusions récentes chez des personnalités. Le parfait gag. Cas pratique, cher monsieur Fenech. Vous me permettrez, Lara, de ne pas m'émouvoir plus que cela pour le sort de nos commentateurs, qui ont tous une tendance soit à nier les évidences, soit à relativiser la situation de la délinquance dans notre pays. Les voilà servis. Mais cette gangrène de nos sociétés n'est pas prête de s'arrêter à la lecture de cette brève du Figaro. Pourquoi se gêner ? Saint-Nazaire, 2 cambrioleurs sans papier arrêtés en flagrant délit, puis
relâchés. Les 2 prévenus des Algériens de 23 et 21, non, sont sous obligation de quitter le territoire, évidemment, QTF, ne seront convoqués, écoutez bien, devant la justice qu'en octobre 2024 pour leur tentative de vol par effraction. C'est la justice de notre pays, monsieur le magistrat Georges Fenech. Les 2 mis en cause appartiennent à la filière de la diaspora algérienne de Mostaganem, filière de délinquance itinérante. Je vous trouve dur avec notre classe politique, Nicolas. Et il y a quand même des maires qui se battent. Bernard Carayon, maire de Lavore, dans le Tarn, par exemple, appelle les maires à la résistance face à la répartition des migrants. Le pouvoir est soupçonné d'organiser le déplacement des migrants vers la province pour faire place nette à Paris dans la perspective des JO. Un reportage intéressant aussi dans le Figaro, le combat d'une mère face à l'insécurité en Montbéliard, dans le Doubs. Marie-Noëlle Biguinet tente de contrer la délinquance qui touche de plus en plus de villes moyennes. Face à la montée de l'insécurité, elle dénonce le défaut des pouvoirs publics. On doit faire le boulot de l'État, dénonce-t-elle. Tant qu'ils ne disent pas, comme la maire de Romans-Saint-Isère, Marie-Hélène Toraval, que la délinquance ne touche qu'une petite poignée de jeunes, car si l'objectif est de se faire bien voir pour glaner un petit Marocain ministériel, non merci. En cette période de crise généralisée, on reparle de plus en plus de rémigration en Europe face au risque du grand remplacement. Ça pourrait même devenir un des enjeux des élections européennes du juin prochain. Comment s'en étonner là ? Un exemple parmi 100. Autour de Noël, à Metz, Nicolas, père de famille de 29 ans, a reçu 9 coups de couteau devant une discothèque. Dans sa plainte, la victime affirme que certains de ses agresseurs ont prononcé des paroles à caractère discriminatoire, sale gouère, alors ça avait un terme péjoratif pour désigner les personnes blanches. L'infamie de la semaine maintenant, on essaiera de tenir cette rubrique toutes les semaines, mais je crains que malheureusement ça soit pas très compliqué. C'est à Villejuif. Une jeune femme de 20 ans ligotée et violée à son domicile. Né au Congo et malgré des condamnations pour viol et agression sexuelle quand il était encore mineur, le suspect a été naturalisé français. Il était sorti de prison début janvier 2024, soit quelques jours avant les faits. Il est déjà connu des services de police et de la justice pour des faits de viol. Il y a des lanceurs d'alerte sur le sujet. Dans 50-70 ans, l'Europe sera totalement islamisée. Un ex-agent de la DGCE prédit l'achèvement du projet d'islamisation de l'Europe par des frères musulmans. C'est ce que relaie l'édito de Mathieu Bocoté sur CNews du 16 janvier. Et puis les gens n'en peuvent plus, Nicolas, quand ils entendent certaines informations. Exemple encore, le tribunal d'Évreux vient de condamner une résidence marocaine a remboursé 21 ans de prestations de retraite perçues indûment au nom de sa mère décédée en 1998. Et j'imagine qu'elle était centenaire depuis longtemps. On a fini par s'en rendre compte, c'est bien. L'AfD en Allemagne, qui ne cesse de monter dans les intentions de vote avant les européennes de juin, est accusée de développer ce concept de remigration, à l'instar par exemple de Zemmour en France. La tentation est grande en Allemagne, chez les mondialistes, comme nous l'avons dit la semaine dernière, d'essayer de faire interdire ce parti. Rappelons la définition précise de ce concept de remigration. Il désigne un programme politique, faire retourner de gré ou de force les immigrés non européens vers leur pays d'origine, non pas celui de leur nationalité, mais celui de leur culture, voire de leur appartenance ethnique. Alors, dernière chose concernant les élections européennes et les questions liées à l'immigration, à la souveraineté, au phénomène de délinquance, d'identité, un virage brutal à droite se dessine en Europe. À moins de 5 mois des élections européennes, les tendances se précisent. Dans une vaste étude de projection publiée ce mercredi 24 janvier, le groupe de réflexion European Council on Foreign Relations prévoit une percée spectaculaire des partis de droite nationalistes des différents États membres de l'Union européenne. Cette progression s'accompagnera logiquement d'une perte de sièges pour les groupes dits progressistes et centristes, aujourd'hui majoritaires au Parlement européen. Alors, pas de quoi inverser la majorité probablement, mais un sacré coup de semonce en perspective néanmoins. Alors après, n'est-il déjà pas trop tard ? Question qu'il faudra aussi rapidement se poser. Le parti allemand de l'extrême droite, Alternative pour l'Allemagne, AfD, en pleine ascension dans les sondages, envisage aussi d'organiser un référendum sur une sortie de l'Allemagne de l'Union européenne, s'il parvient au pouvoir, a déclaré sa co-dirigeante Alice Weidel dans une interview publiée lundi. Si une réforme n'est pas possible, si nous ne parvenons pas à reconstruire la souveraineté des États membres de l'UE, nous devrions laisser le peuple décider, comme l'a fait le Royaume-Uni, a déclaré Madame Weidel au Financial Times. Nous pourrions organiser un référendum sur le Dexit, une sorte de sortie de l'Allemagne de l'UE, a-t-elle ajouté, saluant comme un modèle pour l'Allemagne la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne après le référendum de 2016. Une idée unanimement qualifiée de suicidaire par les autres partis politiques et la presse allemande, vous imaginez bien.
Ceci ne semble pas émouvoir nos élites dirigeantes, ces questions d'immigration. Nous avons appris jeudi soir, décision attendue et pas vraiment surprenante, que le Conseil constitutionnel avait censuré très fortement la fameuse loi immigration de décembre 2023, accouchée au forceps au Parlement. Au total, le Conseil constitutionnel a censuré 32 articles pour des raisons de procédure et 3 articles sur le fond. Les sages ont validé les 12 autres articles de la loi, parfois avec réserve. Sont censurés les quotas migratoires annuels, le relevé d'empreintes des étrangers, le durcissement de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers, le resserrement des critères du regroupement familial, la caution retour étudiante, la fin de l'automaticité du droit du sol pour les enfants d'étrangers nés en France. La Macronie se réjouit de cette censure. C'est un jugement politique. Le Conseil constitutionnel a usé globalement d'arguties juridiques pour prendre une décision idéologique dans le droit fil de la pensée immigrationniste. Ces pseudo-sages, dont certains sont d'authentiques repris de justice, empoisonneurs publics, traîtres au peuple souverain, incompétents notoires, ont dévoyé encore une fois l'esprit de nos institutions. Cette décision, aussi légale soit-elle, est donc profondément illégitime. Invoquée par la juste titre de coup d'état de droit, LR et RN réclament des référendums sur la réforme de la Constitution, sur l'immigration, mais ils ne seront bien entendu pas entendu. Dans cette loi sur l'immigration, la montagne avait accouché d'une souris. Les imposteurs de la République ont usé de mort au rat pour liquider le malheureux rongeur. Pendant ce temps-là, à Paris, comme en France en général, nos surmulots courent toujours. Comprenne qui voudra. Il y a une autre guerre qui connaît une forte intensification aujourd'hui, c'est celle du genre et du féminisme. Absolument, Lara. Voyez vous-même, la famille, l'école et Internet, incubateur du sexisme selon le Haut Conseil à l'égalité. À quelques jours de la première journée nationale contre le sexisme, le HCE publie son rapport annuel intitulé « S'attaquer aux racines du sexisme ». 9 femmes sur 10 déclarent avoir personnellement subi une situation sexiste, selon une enquête réalisée en novembre 2023 pour le HCE auprès d'un échantillon représentatif de 3500 personnes de 15 ans et plus. Le sexisme commence à la maison, continue à l'école et explose en ligne, déclare sa présidente Sylvie Pierre Brossolette. 70% des femmes estiment ne pas avoir reçu le même traitement que leurs frères dans la vie de famille et 38% ont reçu une inégalité de traitement à l'école. Détruire la famille, l'école républicaine, la liberté d'expression sur Internet, c'est l'objectif du HCE. Il y a un dossier qui va vous plaire, Nicolas, paru cette semaine dans le Figaro Madame sur les tradwives, épouses traditionnelles, le mouvement conservateur qui prône le retour de la femme au foyer. Leur slogan, « Je mets les désirs de mon mari avant les miens ». Pas possible. Magnifique. J'imagine les têtes d'Alice Coffin et de Sandrine Rousseau sur le sujet dur. Il est déjà difficile d'avoir un mec bien déconstruit si en plus les femmes ne jouent pas le jeu, alors qu'on leur demande de se montrer à la fois castratrice et imbuvable, comme le demande le bréviaire féministe en cours. Nos tradwives prônent le retour d'une vie à l'ancienne, débarrassée des tracas éventuels du célibat ou d'une carrière à mener. Une tradwive est bien soumise à son mari, elle n'a pas d'emploi et consacre son temps à s'occuper de son foyer. Cuisine, ménage, courses, repassage et s'occuper des enfants quand il y en a. Telle est la journée type d'une tradwive. Le mariage est l'un des piliers de la philosophie des tradwives et pour qu'il fonctionne à merveille, cultiver sa féminité est essentiel. Pour qu'une femme attire un homme de qualité, elle doit être féminine, soumise, belle et gentille. Chez les tradwives, l'idée de subordination au mari, véritable chef du foyer, prend souvent en effet racine dans la Bible. La pilule va être difficile à avaler chez nos déconstructionnistes. Je lis déjà les mises en garde. L'extrême droite, néo-nazi, ultra-conservateur, fondamentaliste, chrétien. Ils n'ont plus que cet argument à servir dans tous les domaines où ils sont dépassés, c'est-à-dire en tout domaine. Non, l'avenir des femmes, selon nos décadents, est au transgenre. Exemple à Tours, cette semaine, selon le site F de Souche, atelier lecture à partir de 6 ans pour des drag queens autour de l'histoire et la culture LGBTQ+, à l'occasion de la nuit de la lecture. Le bonheur est dans le LGBT, en fait. Mais la tension monte d'un cran aussi dans les chasses aux sorcières dont la sphère médiatique a le secret. Ainsi, la nomination de Sylvain Tesson comme parrain de la 25e édition du Printemps des Poètes a provoqué une tribune de réprobation d'un collectif woke, alléguant le côté
sulfureux de l'écrivain à succès, accusé tout à la fois d'être raciste, islamophobe, réactionnaire. Les journaux habituels, Le Monde, Libération, Le Parisien, ont participé à la cabale. Ouais, sulfureux, diable. Vous allez me déclencher encore une allergie au sulfite là, avec vos propos sulfatés. La propagande ment. Par ailleurs, sur Tesson fils. Il aurait préfacé Le Camp des Saints de Jean Raspail, par exemple, qui serait, selon eux, une dystopie raciste sur l'immigration. Eh ben, c'est faux, rappelle le journal du dimanche. L'auteur de La Parenthèse des Neiges n'a jamais préfacé Le Camp des Saints, mais là-bas, au loin, si loin, recueil regroupant les grands cycles romanesques de Jean Raspail sur la Patagonie et les confins, qui était paru en 2015 dans la collection Bouquins de Robert Laffont. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que ce mélange de bêtises, d'inculture crasse, de mauvaise foi, n'a pas toujours régné dans les milieux de la gauche dite intellectuelle. Le journal du dimanche rappelle que l'ancien directeur de Libération, aujourd'hui PDG d'Editis, avait écrit une lettre à Jean Raspail d'une honnêteté et d'une droiture qui devrait inspirer les pétitionnaires illettrés. Je le cite, « Il y a 30 ans, j'aurais sans doute considéré le Camp des Saints comme un brûlot infâme, sans l'ouvrir bien sûr, et me serais bien gardé de seulement l'approcher. Et puis voilà, je le reçois avec surprise, je l'ouvre avec curiosité et je le lis avec plaisir. Non seulement je ne déteste plus ceux qui ne pensent pas comme moi, mais ils m'intéressent. Je suis pas sûr de partager le propos du livre, son angoisse clé, mais j'en apprécie la verve farce, la satire bouffonne, la désinvolture tragique, comme disait Nimier, et pour tout dire, la violence anti-bien-pensant. Eh bien, la bien-pensance a aujourd'hui changé de camp. L'atteinte à la liberté d'expression continue néanmoins à prospérer. Le site FD Souche alerte. Suite à un recours des Reporters sans frontières, le Conseil d'État pouvait demander à l'Arcom d'être plus strict avec ses news. On ne demande ni plus ni moins aux régulateurs des médias de s'interroger non seulement sur qui parle, mais aussi de quoi on parle, ce qui s'apparente à de la censure. Enfin, il y a des faits néanmoins qui rappellent parfois à tout le monde que derrière les mots de la propagande, il y a des réalités qui font mal. Dernière en date, le correspondant du Daily Mail, Mike Dixon, qui avait ridiculisé Djokovic pour avoir refusé le vaccin et déclaré qu'il ne devrait pas être autorisé à jouer, s'effondre et meurt à l'Open d'Australie à 59 ans. C'était la semaine dernière. Retour de bâton, de karma, qu'importe. Un fait brut pour une fois, le plus brut qui soit, la mort. Nos amis complotistes considèrent que le pouvoir cherche à gouverner par la peur. Allons-nous, comme certains le prétendent, vers une troisième guerre mondiale ? J'aime la formule de Macbeth. La vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre acteur qui se pavane et s'agite durant son heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. Aussi, l'histoire peut avoir un sens, mais nous ne sommes pas en mesure, sauf à sombrer dans l'orgueil de l'hubris, à discerner le sens ultime. Après, oui, il y a des bruits de bottes qui se font entendre aux quatre coins de la planète. La folie états-unienne, déchaînée par l'absence de leadership du sénile Biden, est comme un brandon qui cherche à enflammer le monde. Les menaces guerrières de Kim Jong-un en Corée inquiètent, mais cette surenchère du potentat nord-coréen n'est-elle pas en attente d'un vrai patron à la Maison-Blanche pour poser enfin des négociations sur l'avenir de la presqu'île ? On apprend par ailleurs une prétendue inquiétude des Occidentaux quant à l'évolution de la stratégie nucléaire tactique de la Russie. Ça devrait pas, c'est nous, Occidentaux, lorsque l'armée conventionnelle soviétique était supérieure aux forces de l'OTAN, qui avons réfléchi à la possibilité d'user d'armes nucléaires tactiques pour contrer le déferlement de divisions de chars du pacte de Varsovie. Et puis ce déferlement de forces mécanisées est passé de mode à l'ère des missiles anti-chars et surtout des drones de combat. On cherche pour le coup à faire peur et à diaboliser la Russie. Nous avons certes, il est vrai, un certain savoir-faire sur ce dernier point. Macron est-il prêt, comme l'affirment certains, à la guerre pour sauver son régime ? Je pense ce raisonnement crétin à titre personnel. Macron est dans la posture de l'imposture, il singe la force, mais il ne la possède pas. Le « nous sommes en guerre » macronien n'est qu'une vaste rigolade exécutée par un mauvais acteur de théâtre, n'en déplaise à son ancien professeur en la matière. De toute façon, la guerre en Ukraine est en grande partie sous contrôle, comme l'a dit le Premier ministre slovaque, le régime kievien est sous domination états-unienne. Nous craignons en tous les cas le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, que Poutine puisse s'attaquer à l'OTAN dans 5 à 8 ans. Quand on sait que ce sont les mêmes qui colportent des fake news sur l'état de santé du moribond Vladimir Poutine, lui prêter une si longue espérance de vie, prête à sourire. Par contre, nos pensées aujourd'hui sont en miroir, c'est la conséquence de notre profonde perversion. Nous accusons les autres de nos propres travers. Aussi, lorsque Donald Tusk affirme que la guerre en Ukraine est un combat entre le bien et le mal, nous pouvons raisonnablement imaginer ne pas être du côté du bien.
Terminons peut-être, Nicolas, sur une note positive. La prochaine élection aux États-Unis. Trump n'est-il pas au sommet de sa popularité? La primaire républicaine n'est-elle pas déjà acquise pour le 45e président des États-Unis d'Amérique? Victoire dans l'Iowa, le New Hampshire, le Super Tuesday qui approche début mars pourrait déjà être valeur de sacre. Mais il y a déjà gagné des primaires républicaines, non? L'élection tout court même, si on veut bien présumer que la bataille électorale en Amérique se déroule à la loyale. Mais tel n'est pas le cas, les fraudes massives en 2020 l'ont amplement montré. Les adversaires républicains de Trump jettent l'éponge les uns après les autres. Biden n'a aucune chance d'être réélu. Il n'est non seulement plus en état de gouverner, si tant est qu'il ne l'ait jamais été, mais la guerre à Gaza et son soutien forcé à Israël lui aliènent la base de l'électorat démocrate. Je le répète à chaque émission. Trump considère même que son adversaire démocrate pourrait jeter l'éponge avant l'élection. Et il a peut-être pas tort. Alors, où est le piège ? Car piège, je pense qu'il y a, sans sombrer dans la paranoïa ambiante. Nikki Haley s'engage à poursuivre son duel avec Donald Trump pour l'investiture républicaine, malgré sa défaite dans le New Hampshire. Étonnant, non? On en parle dans ces rubriques de l'ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies. Elle représente l'aile néoconservatrice des républicains, vous savez, un peu la mode Reagan ou Bush. L'inverse de Trump, un homme qui cherche à ce que l'Amérique se ressente sur elle-même, à l'opposé de l'impérialisme néoconservateur. Alors elle est, cette Nikki Haley, je pense, la candidate idéale de l'État profond américain. Son maintien dans la course, moi, m'inquiète. Trump est infiniment trop dangereux pour le système. Je reste convaincu qu'ils vont tenter de l'empêcher de se présenter, et cela jusqu'au bout. Elle prendrait alors automatiquement le relais. Biden, mis hors course par ailleurs de son côté, pour calmer les ardeurs des républicains jusqu'aux boutistes, elle aurait un boulevard pour devenir le 47e président des USA et première femme à occuper cette haute fonction. Nous restons bien entendu dans un scénario fiction. L'avenir peut évidemment nous réserver de toute autre surprise. Alors faites vos jeux! Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous pouvez suivre donc cette revue de presse toutes les semaines, entre 9h et 9h30 à peu près. Je rappelle les séquences musicales, c'est Virginie Lamontagne, elle est connue sur YouTube sur le nom de scène Nini Vlam, Nini N2E, Vlam, V-L-A-M. Elle est auteur, compositeur, interprète. Et le tout au masculin parce qu'on est évidemment sur Radio Courtoisie. Donc on ne féminise pas à outrance nécessairement. On sait bien que Virginie est une femme. Il n'y a pas de problème. Une auditrice, bonjour et bravo pour votre excellent duo. Ah, merci. Vous me faites bien rire en ce début d'année, mais même s'il y a plutôt de quoi rire jaune, merci à vous, quel réconfort votre émission, bien courtoisement. Un auditeur, peut-on penser que le pouvoir ait lâché les paysans sur les routes pour mettre une grosse fumée sur le refus de la mystification de la loi immigration? On pourrait. Moi, je partage... Alors, si peut-être vous, moi je ne partage pas totalement ce point de vue. Je crois en la spontanéité de l'histoire. Je constate néanmoins que tout est mis en place ensuite pour essayer de canaliser et arrêter le mouvement. Et oui, en effet, pendant ce temps-là, mais cette loi immigration, mystification, oui, mais qu'est-ce qu'il y avait dans la loi? Qu'est-ce qu'il y avait franchement à censurer? Pas grand-chose en fait. Bon, et la suite alors? On est content quand même, ça c'est le côté positif. Oui, ouverture à la hausse. Toujours à la hausse. Toujours, à Wall avec Street. nous. Ce qui est normal, surtout quand on reçoit et qu'on a la chance de recevoir le président de Géopolitique Profonde cette semaine, qui va chroniquer pour nous. Je crois qu'il est dans les parages, il vient juste de terminer son jogging, il avait l'air, il est encore un peu ébouriffé. Bonjour Franck. Bonjour Nicolas, bonjour Lara, comment ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement, je ne sais pas. Oui. On a, okay, superbe. Et on a aussi Franck Thibault Kerlierzin qui vient d'arriver dans le studio, qui va pouvoir aussi écouter votre petite chronique. Salut Franck. Bonjour Thibault. Voilà. Oui. Alors Franck, on va tout de suite débuter cette chronique. Peut-être la dernière que vous aviez fait était sur les bitcoins. Est-ce toujours pas le moment d'acheter? Parce que j'ai envie de dire, moi j'ai du mal à me retenir. On ne jure que par les bitcoins, par la monnaie électronique. Dites-nous tout. Alors est-ce que c'est pas quand même le moment d'acheter? Oui, alors effectivement, en cette période,
Voilà, c'était le cas également en 2023. 2024, vraiment le marché le plus intéressant qu'il va falloir investir probablement, c'est vraiment celui des crypto-monnaies et notamment celui du Bitcoin. Alors, il faut rester concentré sur cette crypto-monnaie pour l'instant parce que c'est elle qui va conduire en fait tout le marché. Donc, si le Bitcoin corrige, tout le marché crypto-monnaie va corriger et donc en fait, l'Ethereum et puis toutes les autres petites crypto-monnaies vont s'écrouler. Donc, il faut vraiment suivre le Bitcoin avant tout. Donc, la dernière fois que j'étais intervenu pour une chronique économique, c'était le 9 décembre et puis le Bitcoin était à 43 000 quasiment 44 000. Donc j'avais dit que c'était pas le meilleur moment pour investir, il fallait quand même patienter. Donc là, on a un peu corrigé à 41 500 et quelques aujourd'hui. Donc c'est toujours pareil, il vaut mieux rester en attente sur le Bitcoin. Par contre, on a le halving qui arrive dans quelques mois. En avril exactement. Et donc là, ça veut dire que les récompenses de Bitcoin pour les mineurs seront divisées par 2. Et donc, ça fait une pression mécanique sur le prix. Et donc, on peut potentiellement penser que, selon la célèbre loi de l'offre et de la demande, eh bien que le Bitcoin pourra monter en prix potentiellement. Et le marché s'attend à ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une pression à la hausse toute l'année 2023. Mais on est tellement monté en 2023, plus de 160% de gains sur le Bitcoin, je le rappelle. Il vaut mieux attendre un peu parce que une correction est très probable. C'est ce que je mettais en garde déjà il y a un mois. Donc je maintiens cette recommandation, ce petit conseil. Moi, pour ma part, je n'investirai pas sur le Bitcoin aujourd'hui. Je préfère attendre une bonne correction de 15-20%, vraiment histoire de purger un peu le marché. Et donc là, ce sera intéressant d'investir. Donc il faut rester patient, même si on ne fait rien. C'est une bonne décision à mon avis. Alors Franck, si on veut en savoir plus, que ce soit le Bitcoin, quand on a Andy Busaglia, quand on a Arnaud Biéguin, il nous parle des marchés des titres, des marchés des obligations. Est-ce qu'on peut approfondir en se connectant par exemple sur le site de Géopolitique Profonde ? Oui, il suffit d'aller sur le site géopolitiqueprofonde.com, vous allez dans l'onglet solutions et puis vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller qui va vous expliquer les différentes solutions qu'on met en place. Alors il y a plusieurs trucs, hein. On peut faire de l'investissement, on peut faire du trading avec Arnaud, on peut faire de la gestion avec Andy Busaglia. Oui. Donc il y a vraiment plein de solutions différentes en fonction des profils, en fonction de son appétence au risque, en fonction de si on veut travailler nous-mêmes pour faire nos propres investissements, ou alors si on veut déléguer complètement. Donc voilà, il y a plein de solutions. Donc là, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site de géopolitiqueprofonde.com. Et puis sinon, il y a des formations. Donc vous pouvez acheter directement des formations, on en parle. Ou alors, il y a tout simplement la revue. Par exemple, dans le numéro qui va sortir en février, je fais un point sur la décentralisation. Quand on est débutant aujourd'hui, comment on se décentralise, c'est-à-dire comment on peut essayer de délocaliser son patrimoine de manière tout à fait légale grâce aux crypto-monnaies. Donc je fais un gros article pour essayer de mettre les points de base pour ceux qui ne connaîtraient pas le sujet. Et c'est assez important. Et donc moi, tous les mois, j'essaie de parler de cette décentralisation parce que en cette période d'inflation, de taxes d'État français qui est un peu, qui devient de plus en plus parasitaire, je pense que c'est important d'avoir cette vision en tête. Se décentraliser, ça veut dire, ne pas avoir un seul compte bancaire, ne pas avoir un seul placement, une seule maison. Il s'agit de dispatcher un peu tout ça pour être le plus flexible possible et pour ne pas se faire avoir en cas de problème, que ce soit bancaire, financier, une nouvelle loi qui peut passer, des taxes et compagnie. Donc c'est vraiment très très important, c'est une vision qu'il faut avoir et puis c'est la vision que je promeus. Comment fait-on pour s'abonner à cette revue, dont je rappelle qu'il y a des éléments financiers, en effet, mais il y a aussi toute une analyse géostratégique, géopolitique, avec vos experts. On en a déjà reçu pas mal ces dernières émissions, que ce soit Plaquevent, que ce soit... même si je ne suis pas persuadé qu'il est déjà écrit, mais ce sera peut-être le cas en février, Thibaut Kerlirzin. Oui, Thibaut, je l'ai mis dans la revue de février là, qui est en pleine finalisation actuellement. Donc effectivement, il y a plein d'auteurs. Il y a Laurent Ozon, il y a Caroline Galacteros qui arrive également pour ce mois de février. Il y a différents auteurs et donc on va éditer cette nouvelle revue avec pas mal de nouvelles personnes. Il y a Philippe Erlin également qui parle un peu d'économie. Donc c'est vraiment une revue de géopolitique initialement, mais il y a quand même une grosse partie économique. Parce que il faut parler de ces sujets et c'est assez important. Donc pour avoir cette revue, il suffit d'aller pareil sur le site géopolitiqueprofonde.com dans l'onglet édition et puis vous pouvez souscrire à cette revue. Et puis vous aurez également des bonus formations pour parler un peu des sujets, notamment financiers, les formations que je propose, etc. C'est compris également dans l'abonnement dans la revue. Et donc vous aurez accès à tout un tas de petits cadeaux comme ça, histoire d'avancer dans un projet de décentralisation, de débancarisation. Et puis potentiellement d'investissement pour ceux qui veulent aller plus loin. Très bien. Vous pouvez aussi retrouver souvent dans ces revues des gens comme Lucien Cerise,
Corneille, qui a de plus en plus de succès sur votre chaîne YouTube, je crois d'ailleurs, qu'on a reçu à 2 reprises. Oui, c'est ça. Il fait des émissions longues chez Géopolitique Profonde. Vous avez vu qu'on a changé un peu de format. On essaie d'innover un peu, de faire de nouvelles choses. Et puis effectivement, on met Jean-Maxime Corneille également sur différentes émissions. Et puis oui, il a apprécié. Ouais, il a quand même des connaissances assez pointues sur pas mal de sujets, des choses dont on ne parle pas beaucoup. Donc oui, il a assez apprécié. Il fait des très longs articles, par contre, dans la revue. Donc il faut s'accrocher un peu. Donc, je lui demandais de réduire un peu la cadence et surtout le volume. Il faut qu'il soit un peu plus synthétique, en fait, c'est son problème. Je lui en ai encore parlé hier. Et sur Internet, il peut faire des interviews pendant 4-5 heures, ça le dérange pas. Voilà, c'est ça. Oui, l'agenda Géopolitique Profonde sur YouTube, vous allez voir la chaîne. Et puis, en fait, on a des émissions tous les jours à 18h30. Et effectivement, Jean-Maxime fait des émissions. Il y en a une ce dimanche. Ça va durer 4 ou 5 heures, je vous préviens. Donc, si vous voulez entendre des débats longs, vous pouvez venir chez nous. Voilà, et on rappelle évidemment avec leur animateur vedette, lundi, mardi, jeudi et vendredi, entre 18h30 et 20h30, dans un magnifique studio digne des chaînes d'infos en continu, eh bien vous avez Mike et ses invités, et il m'arrive même parfois d'y paraître. Vous savez qui était là hier ? Dites-nous. Il y avait le président de la radio, Pierre-Alexandre Bouclé, avec Jean Messia, avec Romain Maréchal, et puis Myriam Palombard. Eh oui. Pour allumer. Évidemment, donc on ouvre les portes à Radio Courtoisie dans nos studios. Donc on a également Corentin qui est passé. Donc Nicolas, toi qui viens régulièrement, et je t'incite à venir de plus en plus dès que tu es disponible et que tu as évidemment l'envie de venir. Donc évidemment, la collaboration. La collaboration avance de manière fructueuse. Très bien. De toute façon, l'animateur est Mike Borowski, n'oublions pas. Oui, c'est ça. Nous nous retrouvons tout à l'heure dans le livre journal des controverses à partir de 10h30. Allez, Franck, on termine peut-être sur 2 points votre chronique du jour. Puisqu'on a parlé de Bitcoin, j'aimerais qu'on revienne sur les monnaies électroniques. Mais avant, peut-être... un point, parce qu'on en entend de plus en plus parler, et moi je préfère entendre parler des experts en finance, en économie. On a un problème en France, c'est les juristes. Ils se piquent d'économie, de finance, ils connaissent tout. Moi, j'aime bien entendre des spécialistes, et c'est ça qui est intéressant avec Géopolitique Profonde, d'économie sur des sujets économiques et financiers. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de dédollarisation là ? On n'arrête pas d'en entendre parler, Franck Pengam. Oui, c'est une vieille histoire. Donc en fait, le monde est dollarisé. Il faut partir de là, évidemment. Donc après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis en fait ont tout raflé. Ils ont raflé toute la mise. Ils nous ont imposé le dollar à une époque où le dollar était convertible en or. Ok. Donc l'Europe était détruite. Les États-Unis, il n'y a pas eu de conflit sur leur territoire. Et donc en fait, ils nous ont imposé le dollar en disant nous on a une économie stable, une monnaie forte. Prenez notre devise et puis de toute façon, vous pouvez l'échanger contre de l'or à tout moment. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que l'Europe s'est reconstruite, mais en fait, les exportations européennes et notamment japonaises ont concurrencé celles des États-Unis, et puis donc il y a eu un déséquilibre du point de vue de leur balance commerciale, et donc en fait ils ont enlevé cette convertibilité à l'or, et donc en fait on s'est retrouvé avec du dollar qui était non échangeable. Il y avait du dollar partout dans le monde, vu que c'était la devise principale qu'ils ont imposée à Bretton Woods, et en fait on ne pouvait plus la convertir dans l'or, et donc le monde entier a tout de même gardé le dollar. Mais on n'avait pas le choix en fait. Donc eux, ils ont purgé leur système comme ça, ils ont réussi à imposer leur monnaie, et de base, qui était une monnaie de confiance, vu que c'était imposé sur un métal précieux, qui a une histoire très très longue en termes de devise, c'est la devise stable par excellence, l'or. Et bien en fait, aujourd'hui, on s'est retrouvé dans un système complètement fiduciaire, basé uniquement sur la confiance en l'économie américaine et aux États-Unis. Donc en fait, ils nous ont imposé leur empire, et puis tout part de là en fait. Et donc depuis cette période, en fait, il y a des velléités de se dédollariser, c'est-à-dire, en fait, le dollar pose d'énormes problèmes, c'est-à-dire qu'on est complètement vassaux des États-Unis du point de vue économique et monétaire, ce qui veut dire qu'on est vassaux sur tous les sujets, parce qu'une fois qu'on contrôle la monnaie, en fait, on peut quasiment prendre des décisions à la place des autres personnes, parce que la pression derrière juridique, et notamment du point de vue de quelque chose qui est complètement inédit, ça s'appelle l'extraterritorialité américaine. À cause du dollar, en fait, on est tous soumis aux lois américaines. Et ça c'est il y a eu plusieurs dossiers sur ce sujet. C'est complètement incroyable de pouvoir être soumis comme ça aux lois américaines alors qu'on est dans des pays étrangers. Et puis ça s'est notamment illustré par le conflit en Ukraine. C'est-à-dire que
La Russie utilise le dollar comme toutes les nations, et donc en fait ils sont fait tout bloquer. Les banques ont été expulsées du système SWIFT, qui est le système d'échange transfrontalier, notamment basé sur le dollar. Ils sont fait, voilà, ils peuvent plus renégocier leurs dettes souveraines parce qu'ils sont en dollars. Et puis donc les Américains contrôlent tout ce marché, vu que voilà, le marché de change c'est plus de 80% qui est fait en dollars. Donc en fait le dollar contrôle tout. Qui dit dollar dit contrôle des Américains notamment et de la Banque centrale. Et puis derrière évidemment la Banque centrale, c'est l'armée américaine. Et on sait que les Américains voilà, ont quand même un bon historique de conflits armés dans le monde depuis justement la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait voilà, ça pose tout un tas de soucis. Et donc aujourd'hui, avec des différents dossiers que j'ai notamment traités dans la revue, j'ai parlé énormément depuis septembre des BRICS, et notamment des BRICS+. Voilà, il y a des velléités de plus en plus avancées de remettre en question ce système pour arrêter de subir des embargos. Parce que aujourd'hui, on parle pas mal de la Russie, mais en fait, tous les pays opposés aux États-Unis, voilà, on parle de l'axe du mal, hein, soit l'Iran, le Venezuela, des pays vraiment pas bien vus du point de vue international. Mais en fait, ils sont tous sous embargo, ils sont tous bloqués, ils ne peuvent pas faire de commerce, ils ne peuvent pas négocier de la dette, ils ne peuvent pas avoir des prêts internationaux, tout simplement parce qu'ils sont sous sanction d'un pays qui a décidé qu'en fait, ce pays, il n'était pas gentil. Voilà, c'est grosso modo ça. Et donc, en fait, c'est tout le problème du dollar. Se dédollariser, c'est en fait se libérer de la contrainte des décisions américaines. Et c'est pour ça que c'est un sujet vital. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, même des pays qui sont alliés aux États-Unis, par exemple l'Ukraine, eh bien, ils vont utiliser des outils comme les crypto-monnaies pour justement éviter d'avoir des intermédiaires bancaires et notamment américains, et pour être en fait plus souverain. C'est-à-dire que les problématiques de dédollarisation, c'est une problématique de souveraineté nationale, tout simplement, et que même des pays alliés aux États-Unis qui sont dans l'OTAN ou autres, eh bien en fait ils doivent avoir cette problématique en tête. C'est hyper important pour au moins, au minimum, ne pas être soumis à l'extraterritorialité américaine, qui est une jurisprudence complètement impensable, qui soumet tous les Européens notamment. Et puis en France, voilà, on a eu le cas d'Alstom, on a plein de cas de problèmes de ce régime juridique. Il y a des phénomènes inverses, Franck, c'est par exemple l'Argentine de Milei, à vous entendre. Non seulement il veut dollariser totalement son économie, la première chose qu'il ait fait aussi, d'ailleurs, avant de déréguler l'économie et le décret qui vient de sortir, la première chose qu'il a fait, c'est dire je vais faire une taxe perpétuelle sur le peuple argentin pour payer une dette considérée comme étant sur une nationalisation après une décision de justice américaine, justement. Donc il y a des gens qui vont en sens inverse. Hein. Moi, je sais pas. Est-ce que réellement, parce que là, on est à quoi ? 80% de l'économie mondiale reste encore en dollars. Je veux bien entendre tout ça, mais des pays comme la Chine, par exemple, ils ont considérablement d'avoir. C'est plus le cas vraiment de la Russie, mais beaucoup des pays qui ont des velléités de dédollarisation, il va falloir déjà qu'ils se débarrassent de leur dollar. C'est tout le problème. L'exemple de la Chine est vraiment très intéressant parce que le renminbi vaut rien en termes de réserve internationale de devises. C'est 3% dans le monde, ce qui veut dire que c'est rien. Même l'euro est quand même supérieur. Les pays dans le monde, ils ont entre guillemets 20% d'euros en moyenne. On va dire que c'est ça. Donc vraiment, alors que la Chine est la deuxième économie mondiale, eh bien, personne n'a de la devise chinoise. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et puis, effectivement, pour se dédollariser, eh bien, en fait, la Chine a un excédent commercial énorme avec les États-Unis. Et donc, en fait, ils sont remplis de dollars. Et donc, ils ne veulent pas non plus se tirer une balle dans le pied. Et c'est pour ça que la problématique est extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Et quand ils disent avec les BRICS qu'ils veulent créer une nouvelle devise pour pouvoir faire des échanges entre eux sans la main américaine ou alors le contrôle juridique américain, eh bien, comme je l'avais déjà dit également chez Radio Courtoisie et puis dans différents articles justement sur ce sujet, eh bien en fait c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué de structurer un système international alternatif à Bretton Woods parce qu'on remet en question 70 ans de domination américaine et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc justement, j'ai finalisé un article qui s'appelle La dédollarisation, une utopie, qui apparaîtra dans une prochaine revue. Oui. Je vais parler de tout ça et effectivement, c'est un vrai sujet. Donc la dédollarisation, ce n'est pas forcément une utopie, je vous donne la conclusion de suite. Par contre, c'est un processus de long terme, voilà. Je l'ai répété très très souvent. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain du tout. Exactement. On est sous la domination américaine et je vous le promets, on va le rester encore pendant probablement
quelques décennies encore. Donc voilà, préparez-vous à ça. Et puis, si vous voulez vous dédollariser, débancarisez-vous déjà et décentralisez-vous. On en revient au point de départ. Merci pour toutes ces précisions, Franck Pengam. On termine sur la monnaie électronique ? Oui, voilà, il y a, en nouveau système monétaire, il y a les BRICS parlent souvent de monnaie électronique basée sur l'or. Donc là, en fait, ils mélangent les deux. C'est-à-dire que le monde de demain, ça pourrait être un monde de crypto-monnaies. On parle souvent des CBDC, des monnaies numériques de banque centrale. Non, en fait, le monde de demain, ça va être vraiment de la monnaie électronique. Il y aura toujours du cash, mais la monnaie électronique va prendre de plus en plus de place. La monnaie électronique des banques centrales, c'est une alternative aux cryptos, sauf que c'est centralisé. C'est-à-dire que c'est contrôlable. Et puis, c'est surtout censurable. C'est-à-dire qu'on peut vous couper vos fonds du jour au lendemain parce que X, parce que Y. Les crypto-monnaies, notamment avec le Bitcoin qui est complètement décentralisé, personne ne peut vous couper vos fonds, vous contrôler vos fonds, vous empêcher de donner de l'argent à quelqu'un. C'est complètement incontrôlable par les États et par les banques. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc, le modèle de demain, eh bien, ça va être quelque chose autour de ça. Ça va être soit les personnes qui comprendront le système de Bitcoin et qui vont l'adopter, et c'est déjà le cas aujourd'hui avec une minorité de la population qui commence à comprendre ces problématiques. Et puis derrière, le système, il propose sa contre-proposition parce qu'il voit que le Bitcoin est extrêmement puissant dans le monde, malgré le fait qu'il soit très très peu adopté encore. Il va proposer ces monnaies numériques de banque centrale. C'est en cours depuis des années. Ça va mettre un peu de temps à s'imposer. L'agenda a beaucoup de retard, mais de toute façon, voilà, ce sont des processus long terme qui vont prendre un peu de temps. Mais dans tous les cas, les banques centrales et les gouvernements vont imposer leur monnaie numérique pour pouvoir tracer intégralement toutes les transactions à un maximum. Ça ne veut pas dire qu'ils vont supprimer le cash du jour au lendemain, etc. Ça va se faire de manière très très lente. Les populations, de toute façon, ne sont pas prêtes à supprimer le cash. En France, c'est un peu particulier parce que les gens payent énormément en carte. Mais si vous voyagez un peu, vous verrez que le cash est énormément présent dans, je sais pas, les pays des Balkans, par exemple, que je connais un peu. Ouais. Vous allez en Allemagne également, ils sont très, très attachés au cash. Donc, vous n'enlèverez pas le cash comme ça de la poche des gens aussi facilement. Mais les monnaies numériques vont prendre de plus en plus de place. Il faudra faire très attention à ça. Et le seul moyen de contrecarrer ça, c'est d'avoir un peu d'or, un peu d'argent en termes de réserve. Et puis surtout, d'adopter les crypto-monnaies pour pouvoir être beaucoup plus flexible du point de vue de nos transactions à l'avenir en cas de gouvernement qui voudrait un peu trop nous contrôler et surtout contrôler notre épargne, nos transactions, etc. Franck. C'est déjà le cas aujourd'hui, ça va empirer demain. Très bien, Franck, merci. Il y a des volontés d'intervention sur le plateau et de questions à vous poser. D'abord Lara, Okay. Ensuite Thibaut. Moi, c'est Ok. très rapide. Je voulais savoir, par exemple, pour les problématiques de succession, est-ce que Bitcoin est à déclarer, pas dans la transmission, etc. Comment ça se passe ? Alors les problématiques fiscales, moi je les connaîtrais pas énormément, mais oui, je pense qu'il faut quand même s'approcher d'un notaire, d'un spécialiste fiscal dans les problématiques de Bitcoin. Mais n'empêche que c'est une bonne solution aujourd'hui parce qu'en fait, quand on a des gains en crypto-monnaie, légalement, vous n'êtes pas obligé il n'y a pas de taxe à payer aujourd'hui en France. Donc profitez un peu de ça. Vous n'avez pas de taxe à payer tant que vous ne payez pas un bien et un service avec vos crypto-monnaies ou tant que vous ne les renvoyez pas en euros sur un compte bancaire. Donc, tant que vous respectez ces problématiques-là, il n'y a pas de problème. Par contre, en termes de transmission, effectivement, je pense que l'État a déjà fait passer une loi. Je ne suis pas sûr, encore une fois, je ne connaîtrai pas énormément ce sujet. Je peux vérifier l'information, mais je pense qu'effectivement, il peut y avoir des taxes, mais ça va être moindre que l'assurance vie ou des choses comme ça, c'est sûr. On vous apportera la réponse, chers auditeurs, la semaine prochaine, assurément. Thibaut Kerlirzan, vous vouliez aussi intervenir. Ouais, c'est juste un petit complément. Franck, je t'enverrai ça, ou je le mettre aussi sur Twitter. Il y a la Banque Centrale Européenne qui a publié un rapport en décembre 2023 sur la question de l'empreinte carbone des billets de banque, puisque c'est un des arguments qui est mis en avant pour enlever le cash. Et ils ont déterminé qu'il y avait une faible empreinte carbone des billets et que de toute façon, ils prévoyaient de continuer à ce que le cash circule justement comme instrument de liberté. Bon, ensuite, on sait ce qu'il en est de l'Union européenne, mais dans le rapport officiel de la Banque Centrale Européenne, le cash est défendu, toujours à ce jour. C'est intéressant. Mais en fait, ils gardent ça parce qu'ils savent très bien que c'est vraiment pas populaire de dire on va supprimer le cash. En fait, on parle de supprimer le cash, c'est un truc qui date, je sais pas, peut-être de 2006 ou de 2005. Enfin, moi, depuis que je suis sur Internet, je vois ça. Ils veulent supprimer le cash, c'est la monnaie numérique. Mais en fait, ça fait vraiment longtemps qu'on en parle. Ils savent très bien que c'est vraiment impopulaire au possible. Et donc, en fait, ils vont nous dire oui, bon voilà, on va garder un peu de cash, machin. Mais de toute façon, les devises, les devises directement en cash, ça représente vraiment même pas 10% du volume des transactions, quoi. Le 90% des volumes de transactions, c'est que du numérique, en fait, déjà. Donc, ce sera vraiment une minorité, le cash. Mais ils travaillent également, ils sortent des rapports sur la monnaie numérique. Donc, ils travaillent aussi sur un projet parallèle qui, à mon avis, est beaucoup plus important pour eux. Bien. Franck Pengam, on va vous laisser à vos
activités matinales, peut-être. Vous avez peut-être pas fini votre jogging ou J'y vais après. D'accord. En tout cas, c'est lumineux. Je sais pas il a l'air de faire beau temps chez vous. Il fait assez beau. Donc là, effectivement, je vous parle de Bulgarie, qui est mon pays de résidence et surtout de résidence fiscale. Donc il fait assez beau ici. Et donc oui, je vous conseille de passer dans les Balkans. La liberté y est très appréciable. Merci. On espère d'ailleurs dès la semaine prochaine, puisque c'est la dernière fois, je crois, Lara, que nous sommes dans ces studios qui vont être grandement rénovés, en tout cas la table et des caméras qui vont nous permettre. Il va falloir se maquiller. Hein. En plus d'être sur la bande FM, on pourra nous retrouver, j'espère, dès la semaine prochaine, et donc nous verrons aussi les gens qui sont en visio avec nous. Voilà, sur une chaîne YouTube, je suppose, je ne sais pas si ce sera celle de la matinale, j'en sais rien. On verra ça plus tard, mais en tout cas, bientôt, vous pourrez aussi nous voir. Vous pourrez voir Lara. Exact. Voir Lara, vous allez pouvoir voir Franck, vous allez pouvoir voir nos invités. Voilà. Bon, merci Franck. Bonne journée à vous. Merci à vous Nicolas, merci Lara. À plus Thibaut. Salut Franck, passez une bonne journée. Également. Merci beaucoup Franck. Formidable. Allez, une tendance à entendre du reggae ou ce genre de... Alors le slam aujourd'hui, honnêtement, qu'il faut parfois, on peut mettre un peu au goût du jour belle musique classique. Moi, ça ne me... je trouve ça plutôt agréable. Je crois que vous réagissez à un auditeur. Hein. Juste la petite remarque, je pense. Et on a le droit même des fois de ne pas être d'accord avec les auditeurs. C'est rare en ce qui me concerne, rare, mais ça peut arriver. Très bien. Alors, le grand angle, Thibaut Kerlirzin, consultant en stratégie d'intelligence économique, diplômé de guerre économique et de l'école des hautes études en sciences sociales, cofondateur, on peut le retrouver d'ailleurs sur ce site, cofondateur du site Davocratie. Il est l'auteur d'un livre sur Greenpeace et d'un autre sur George Soros. George Soros, ça nous intéresse. Hein. Je crois que le fils, dernièrement, et vous en avez parlé, était à l'Élysée, Thibaut. Dans le cadre du Forum de Paris sur la paix. Voilà. Vous êtes spécialiste du rôle des ONG, notamment dans ce qu'on peut appeler le narratif vert. Vous avez réalisé plusieurs rapports sur ce thème, influence des ONG dans le processus législatif européen, influence des lobbies écologistes, influence européenne des cabinets de conseil, passe carbone. La dernière fois que nous vous avons reçu, c'était par Zoom, Thibaut, il s'agissait de votre rapport sur pour la Fondation Identité et Démocratie, l'influence effective des lobbies écologistes et l'imposition de leur idéologie dans l'opinion publique. Alors, ça tombe bien que vous soyez de passage à Paris, que vous soyez venu nous voir dans ce studio, Thibaut, parce que nous avons eu c'est le titre de cette émission, une mutinerie, on a appelé, en tout cas c'est le titre de l'émission, Mutinerie internationale des agriculteurs. Donc on aimerait votre point de vue sur cette mutinerie internationale, parce que je pense que ça dépasse la France, et puis après on pourra évoquer avec vous justement tous les liens qu'il peut y avoir entre ce qui se passe avec le monde paysan aujourd'hui et puis l'Union européenne, l'agenda 2030, etc. J'aime bien la distinction que fait mon ami Grégor avec qui je fais Davocratie. Il parle de l'estrade et des coulisses. Oui. Donc là, on va d'abord parler de l'estrade, oui. C'est-à-dire toutes les manifestations au niveau international. Déjà, à titre personnel, soutien à 100% aux agriculteurs. Bien sûr. Bien sûr. Ensuite, instinctivement, et avec ce qu'on m'a appris à l'école de guerre économique, je me méfie quand il y a une complaisance médiatique ou même gouvernementale à l'égard d'un mouvement. C'est-à-dire qu'on a repéré en France assez rapidement qu'il n'y avait pas le même traitement que pour les Gilets jaunes. On a eu cette séquence assez hallucinante de Darmanin qui disait que face à la détresse, on n'envoyait pas on ne voyait pas les CRS. On pourra lui rétorquer que il y avait le cas des Gilets jaunes qui se sont fait massacrer, mais il pourra dire que ce n'était pas lui qui était alors ministre de l'Intérieur. Comment vous expliquez ce 2 poids 2 mesures ? Il y avait j'avais fait un peu d'anthropo, il y avait ce que Georges Ballandier dans l'anthropologie politique appelait les rituels de rébellion. Oui. C'est-à-dire je dis pas que là le gouvernement a organisé sa propre rébellion, mais je pense que ça a été bien infiltré et bien piloté. On voit avec le fameux Jérôme Bale qui commence à devenir une star des réseaux sociaux, qui s'est vite retourné. C'est vrai.
Je pense que ça. On a même vu un petit passage de petits papiers avec Béchu, très surprenant. Ouais, c'était. On sait pas si c'est une blague carambar, un rib, on sait pas du tout. Mais quand même, disons que ça interroge. Et puis ce retournement soudain, le fait de se satisfaire de ces mesures alors qu'il n'y a rien qui a été fait sur la revalorisation des retraites des agriculteurs, il n'y a rien qui a été fait sur les normes écologiques européennes qui sont imposées, rien sur les accords de libre-échange. Récemment, il y a eu un accord de libre-échange avec le Chili. Rien de tout ça n'est remis en cause. C'est-à-dire qu'il y a le côté estrade, mais ce qui est vraiment en profondeur, on en parlera après quand on parlera des coulisses, il n'y a rien qui a vraiment été fait. Donc le fameux Bay a dit que pour lui les agriculteurs ont gagné. Avec ce système il faut toujours comprendre l'inverse, c'est que là pour le moment c'est le gouvernement qui a gagné. Attal qui se faisait déjà laminer grâce notamment à Oudéa Castéra et à d'autres sorties là a repris la main. Oui, il était vu comme là il peut être vu comme celui qui respecte les aspirations populaires, qui écoute ceux qui souffrent et qui répond à leurs requêtes. Alors ensuite, évidemment, ce n'est pas quelque chose de mécanique. Il y en a beaucoup d'agriculteurs qui ne se satisfont pas du tout. C'est sûr. De ce qu'a dit et le gouvernement. D'ailleurs, ça a l'air de chauffer. D'ailleurs. C'est là qu'on va voir s'il y a ce qu'on appelle la fin de la récré et si Darmanin va dire que finalement ils envoient les CRS. Si finalement on va se mettre à diaboliser les agriculteurs réfractaires et ça permettra de donner un indice de plus sur l'encadrement, on va dire, politique. Mais c'est pour moi on fait émerger toujours des figures médiatiques qui sont en général retournables l'un et ou l'autre. Il y a la FNSEA évidemment mais qui veut maintenir le mouvement quand même, qui veut prolonger le mouvement. J'ai été surpris. Ils peuvent pas à un moment aller un peu contre leur base. Je veux dire quand quand on entend traître partout concernant la FNSEA, il faut se dire que voilà. Ensuite, sur l'agriculture, on a un peu la vision romantique, nous, c'est le monde d'avant, il représente la vieille France, on a toujours l'impression, l'image du paysan, alors qu'il y en a beaucoup, je ne vais pas donner de proportions, mais qui sont issus pas mal d'écoles managériales, qui gèrent de très grandes exploitations. Dans de l'ingénierie pratique. Oui, dans l'ingénierie pratique, dans de la smart agriculture, tant mieux si c'est pratique pour eux. Mais je veux dire, il ne faut pas qu'on ait non plus une image d'Épinal du paysan qui... le fait qu'il y ait 2 agriculteurs qui se suicident par jour, on a tendance à peut-être projeter un peu que tous sont à ce point dans la détresse, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors moi je défends à 100% les agriculteurs, il n'y a pas de problème, mais je dis juste qu'il faut qu'on fasse attention, surtout de notre bord politique, à pas projeter des fantasmes qu'on pourra avoir sur un monde qui n'est peut-être pas celui qu'on pense. Voilà. Alors ça c'est pour l'estrade donc. Ça c'est pour l'estrade. Mais alors qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses dans les coulisses, aux dernières nouvelles, il y a un rapport qui a été publié par le Forum de Davos avec un grand cabinet de conseil qui s'appelle Bain & Company, qui date de janvier 2024. Et a priori, les revendications des agriculteurs ne sont pas à l'ordre du jour. Je vais vous donner quelques citations. Je le mettrai sur Twitter tout à l'heure après qu'on ait fait l'émission. Très bien. Et l'article, c'était nourrir la population croissante en restant au sein des limites planétaires. Alors les limites planétaires, c'est intéressant parce que ce n'est pas qu'un nom. Je ne me rappelle plus si on en avait parlé lors de la dernière émission. C'est un concept qui a été développé par quelqu'un qui est à la fois proche de Davos et du Club de Rome. Les limites planétaires, c'est un concept qui a été développé par quelqu'un qui s'appelle Johan Rockström. Et les limites planétaires sont assez liées à l'écocide. C'est-à-dire que la Convention nationale pour le climat avait parlé de l'écocide et ils avaient aussi demandé d'intégrer ce qu'on appelle les limites planétaires. Donc quand ces limites ont été théorisées de mémoire en 2009 ou en 2011... C'est quoi les limites planétaires? C'est le moment où on a on prend plus à la Terre qu'elle... Non, c'est pas ça. Non, alors il y a... Ça c'est encore autre chose. Ouais, c'est si on franchit un cap dans l'utilisation ou la dégradation de certains éléments. Parmi ces limites, vous avez le changement climatique, vous avez l'intégrité de la biosphère, vous avez le changement dans les sols, le changement dans les eaux douces, l'acidification océanique. Voilà. Et donc il y a 9 limites planétaires, 9 grandes catégories. Et au début, on en avait dépassé 3. Et là, pour mettre un peu la pression, en 2022, ils ont dit qu'on était à 6 limites planétaires dépassées. Sachant que ces limites planétaires sont aussi intégrées à des systèmes, à des plateformes de l'Union européenne, notamment pour calculer la consommation de carbone. Donc carbone, pas le monoxyde, le CO2. De la part à la fois des États membres et à la fois des citoyens européens, dans la consommation domestique notamment.
Voilà. Et au-delà de cet article, en fait, cet article de Davos, donc publié le 14 janvier, renvoie à une initiative qui s'appelle 100 millions d'agriculteurs, donc 100 million farmers. Et donc un rapport a été publié, c'est le fameux rapport fait avec Bain & Company par Davos. Le titre du rapport, c'est Modèle disruptif pour financer une innovation durable. Et je vais vous citer quelques termes en fait qui en sont issus. Comme Le ça, modèle on disruptif, ça n'inspire pas confiance. Bah non, Bill Gates a créé Breakthrough Energy, donc énergie disruptive. Il fait un partenariat avec la Commission européenne pour décarboner le marché. Donc voilà, il y a eu une petite pause sur le gasoil non routier pour les agriculteurs, mais l'objectif c'est que le gasoil ça soit terminé et puis qu'ils utilisent de l'hydrogène ou d'autres choses comme ça. Et ce qui est intéressant en fait, c'est ce que met Davos en avant. Ils disent voilà comment soutenir et travailler aux côtés des agriculteurs en mettant l'accent sur l'accélération de l'adoption des voies de l'agriculture régénérative. Donc ça, on va en parler un petit peu. Et ce qu'ils proposent, ils disent, c'est de réduire les risques de transition en agrégeant les capitaux qui proviennent de sources publiques et privées. Donc c'est toujours pareil, renforcement des partenariats publics-privés. Mais vu que le privé a plus d'argent que le public, c'est une mainmise du privé en fin de compte sur les publics, sur le public. Et donc c'est pour surmonter les coûts de financement initiaux justement. Il y avait un agriculteur qui disait voilà, avant ça coûtait 40 000 euros un tracteur, maintenant ça coûte 120 000 euros et ça n'a pas été multiplié par 3 notre niveau de vie. Donc on imagine ensuite tout ce qu'il y a en tant qu'intrant, en tant que matériel, en tant que technologie à utiliser, surtout qu'il y a vraiment une promotion de la smart agriculture, du recours à tout ce type d'énergie, de technologie. Voilà, donc, et ils ont toujours le terme résilience à la bouche. Donc ils disent voilà, ça contribue à la question clé de savoir comment nous libérons la résilience à travers la complexité des systèmes alimentaires. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer... Le mot résilience me plaît encore moins, parce qu'en général, la résilience, c'est quand on est soumis à des pressions, à des chocs traumatiques, violents. Ouais, mais ça fait partie du grand narratif de Schwab et Malray. C'est la résilience parce que voilà, il y a le changement climatique, il y a l'ère de l'ébullition, il y a... tous les problèmes d'acidification, de sécheresse, de réchauffement global, tout ce qui constitue les éléments du grand narratif en fin de compte. Donc voilà, parce qu'ils disent mais là où il y a vraiment un pied dans la porte, ils disent ils devancent un petit peu les critiques, c'est-à-dire ils disent voilà, on va mettre ça en place, mais on sait que ça va faire empirer la situation des agriculteurs, parce qu'on demande beaucoup. Bien évidemment. Mais c'est nécessaire pour l'agenda 2030, donc je rappelle... Alors l'agenda 2030, peut-être. Je radote là-dessus. Alors c'est une évolution de l'agenda 21. Oui. Donc on a déjà parlé de la charte de la Terre, l'agenda 21, je ne vais pas revenir dessus, je renvoie à l'émission. Il y a 17 objectifs. Il y a 17 objectifs de développement durable, donc je rappelle la distinction, enfin c'est celle que je fais en tout cas entre écologie et environnement. L'environnement, vous pouvez avoir les sols, les arbres, les oiseaux, les océans. L'écologie, c'est une totalité. C'est pour ça que dans les objectifs de développement durable, vous pouvez voir la fin de la pauvreté, vous pouvez voir l'éducation, vous pouvez voir l'égalité de genre, et que c'est intégré à ce qu'on appelle l'écologie. L'écologie, c'est le système général, c'est la planète. Donc l'environnement n'est qu'une partie de l'écologie. Mais par glissement sémantique, on arrive à vous faire rentrer sur des drag queens, ce que Strong appelait l'éco-convergence. En fait, c'est le lien entre l'écologie et l'économie, mais avec le côté sociétal dessus. C'est une totalité, si vous voulez. Et donc ils disent voilà, on sait que ça va être difficile, donc on va devoir intervenir. Et ce qu'ils disent, ils mettent des chiffres évidemment alarmants. Ils disent les systèmes alimentaires représentaient plus de 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc je rappelle que ces fameuses, les émissions de gaz à effet de serre, il y a peut-être plusieurs gaz, mais en tout cas le CO2 représente de l'activité humaine représente entre 3 et 5% des émissions de CO2 globales, et le CO2 représente 0,04% de l'atmosphère globale. Donc voilà, en deux chiffres, l'arnaque est terminée. Donc ils disent voilà, ça représente plus de 30%. Les systèmes alimentaires représentaient plus de 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2020, plus de 80% de la déforestation des zones tropicales et de la perte de biodiversité, et 70% de prélèvements mondiaux d'eau douce, souvent dans des bassins fluviaux et des réserves d'eau souterraine déjà soumises à des contraintes. Donc là, je rappelle aussi... Donc c'est bien eux qui sont dans le collimateur, en fait. Oui, on entend bien ça. sûr. Mais je rappelle donc ce qui a été fait ce qui a été adopté à la COP 15 sur la biodiversité. Donc c'est pas la COP 28, il y a 3 COP. Il y en a une sur la désertification, qui est un peu méconnue parce qu'on s'en fout. Il y a celle sur les changements climatiques, qui est la plus célèbre. Il y avait la COP 28 où il y avait d'ailleurs le fils Soros qui se prenait en selfie avec tous les chefs d'État. Un par un, c'est pas possible. Et donc la COP sur la biodiversité. Et à la COP 15 sur la biodiversité qui a eu lieu, je crois que c'était la COP 15, c'était fin 2022. Ouais. Ils ont adopté une stratégie dit 30 par 30, c'est-à-dire une préservation
30% des terres, une préservation de 30% des mers, donc qui peuvent ensuite passer sous opérateurs privés pour des opérations de conservation, gestion, restauration. Et évidemment, ça cote sur les marchés financiers, puisque en 2014, il y a une actualisation des travaux de Robert Costanza par lui-même. On n'a jamais mieux servi que par soi-même. Donc Costanza, qui est un membre du Club de Rome, qui est intervenu justement au sein de l'Union européenne au mois de mai, et qui, en 2014, en s'appuyant sur des données de 2011, donc ça a sûrement bien évolué depuis, il avait dit, voilà, on a évalué la valeur des services écosystémiques au niveau mondial, donc la valeur de la nature, ce qu'elle propose, que ce soit... Alors, il n'y a pas que l'écotourisme, il y a aussi le bien-être... Ils veulent mettre la nature en bourse, en fait. Et ils disent, c'est déjà fait, et ils disent, ça vaut 125 trillions de dollars. Donc pour les auditeurs non anglophones, trillions, ce sont des milliers de milliards de dollars. Oui. Donc voilà, vous pouvez cerner déjà les enjeux. Voilà, donc ils disent la situation des agriculteurs va empirer, ils auront besoin de plus en plus de capitaux. Et ils disent, voilà, la transformation du système alimentaire, il y aura besoin de, chaque année jusqu'à 2030, il y aura besoin de 300 à 350 milliards de dollars. Et le business est toujours là, ils disent, on attend un retour sur investissement multiplié par 15. Donc il y a vraiment une pénétration du marché financier de Davos dedans. Et d'ailleurs, dans le rapport, il se plaignait qu'en 2021 et 2022, il disait 2021-2022, il y a seulement 4% de la finance climatique qui est consacrée à l'agriculture, à la dégradation des forêts, des sols et autres. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent comment financer le soutien. Donc là, je les cite. Ils disent, pour soutenir l'adoption de pratiques et pérenniser leur mise en œuvre, une source clé de financement devrait provenir de la monétisation de la pleine valeur de tous les services écosystémiques, donc c'est ce que je vous disais, fournis par la régénération pratique, donc la restauration, y compris une meilleure résilience et des résultats environnementaux comme des sols plus sains, la séquestration du carbone et des gaz à effet de serre, l'évitement des émissions, la séquestre le carbone, on l'enfouit, c'est ça, entre autres. Oui, c'est ça. Alors que le CO2 est nécessaire, par exemple, à la photosynthèse. Et je termine juste sur ce rapport. Ensuite, on va peut-être pouvoir embrayer sur l'Union européenne, parce que l'Union européenne n'est pas en reste et a fait aussi des rapports en décembre 2023. Donc ils disent, voilà, on a 5 grosses recommandations, ce qu'ils disent dans ce rapport de Davos. Et voilà, répliquer des modèles disruptifs pour financer la finance et la collaboration. Donc construire et faire des accroissements, des accroissements d'échelle, faire des sauts qualitatifs et quantitatifs. Promouvoir l'engagement d'acteurs financiers dans l'adoption de l'agriculture régénérative. Donc vous voyez déjà BlackRock qui est au conseil d'administration de Davos qui pointe son nez, et puis la structure au-dessus de BlackRock, Vanguard. Structurer la collaboration pré-compétitive parmi la chaîne de valeur, c'est du sabir un peu managérial. Bref, agréger pour des résultats environnementaux et renforcer la résilience agricole. La quatrième des cinq propositions, établir une politique de soutien consistante et pour développer ce potentiel environnemental. Et ensuite, c'est développer une place de marché pour tous les systèmes écosystémiques avec des datas mises en commun. Et je termine en précisant que côté français, il y a le Crédit Agricole qui s'investit déjà là-dedans, qui a déjà prévu de lancer une plateforme carbone au début 2024 et qui est cité comme référence parmi les 2 cas qui sont présentés dans le rapport. Donc vous pouvez vous dire, est-ce que les petits agriculteurs qui sont sur le rebond sont sollicités ? Non, puisque dans les remerciements, vous avez Pepsi, vous avez Mastercard, vous avez Bayer par exemple. Mais voilà ce qui se passe dans les coulisses à Davos. Alors, on a l'impression dans un premier temps, on va pas prendre ça au sérieux, on dit que c'est un verbiage pas possible. Alors en effet, avec les termes qui reviennent, régénératif, résilience, enfin tout ce galimatia. Après, il y a peut-être en effet le sabir de la finance, mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas un dollar et ça a bien, in fine, des conséquences sur le bout de la chaîne, parce qu'il y a des gens qui vont en subir, et nous allons en subir tous les conséquences de cela. Il n'y a pas de désarrimage entre le discours idéologique et la réalité. Non. Alors, de ce que je vois, moi je suis arrivé entre guillemets sur le tard sur les recherches sur Davos. J'ai découvert vraiment sa malfaisance. Je travaillais sur Soros avant les ONG. J'ai découvert avec la publication du Great Reset. Et ce que j'ai pu en tout cas en conclure en étudiant les Nations Unies, en étudiant Davos, notamment avec ce qu'on fait avec Grégor sur Davocratie, pour moi, si je devais synthétiser, c'est quoi Davos ? C'est le bras armé des Nations Unies. C'est-à-dire c'est la branche violente de l'imposition de l'agenda 2030. C'est un peu Sinn Féin ira. Ouais. Là, on voit Guterres, on se dit, qu'est-ce qu'il fout là, lui ?
Ouais. Et on voit Schwab, on se dit, bon, on comprend que par exemple la famille Rockefeller utilisait quelqu'un, ou Kissinger ou Maurice Strong, et mis ce genre de personnalité en avant. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus violent, on va dire, et qui accueille des gens au conseil d'administration comme Al Gore, comme Larry Fink, qui sont des gens vraiment qui... J'ai pensé à vous Vraiment justement malfaisant. sur Davos, Thibaut Kierlerzin, c'est sur... il y avait un chaman qui a ouvert à Davos le forum économique mondial cette année. Une dame, chef Putani de la tribu Yawanawa d'Amazonie. Alors, ça paraît à nouveau très folklorique, mais moi je le relis avec tout ce que vous avez pu écrire, entre autres sur cet article sur la Fondation Identité et Démocratie, sur le New Age, sur toutes ces choses-là. C'est pas si neutre qu'on l'imagine. Alors, c'est pas qu'un folklore. Alors oui et non. C'est-à-dire qu'il y a l'utilisation qui en est faite de la part des services de renseignement américains ou tout ce qui constitue le mondialisme. Je rappelle que dans le New Age, il y a Lawrence Rockefeller qui a joué un rôle prédominant. Je savais pas. Il a chapeauté le Crestone, le Baca Grande de Crestone, avec la fondation Manitou de la veuve de Maurice Strong, qui avait fait ça avec Maurice Strong. Et il était très investi là-dedans, il a soutenu, il a financé. Vous avez Stephen Rockefeller, qui est un des co-auteurs de la Charte de la Terre, et qui a été pendant longtemps le cofondateur et président de Earth Charter International, qui est lié à cette fameuse Charte de la Terre. Et Earth Charter International a ses locaux au sein de l'Université de la Paix des Nations Unies. Donc vous avez vraiment une... Mais le pape, il les reçoit, ces gens-là aussi. C'est ça que c'est quand même, là, ça m'a troublé. Ces chamans, ces gens d'Amazonie. Ouais, mais alors là-dessus, vraiment, moi, ça me pose pas de problème, Ouais. puisque j'ai beaucoup de sympathie pour toutes ces cultures-là. Ouais. Et pour moi, il n'y a pas de New Age là-dedans. C'est plutôt de l'anthropologie appliquée. C'est-à-dire, ça La correspond... terre-mère. Ouais, mais ça me pose pas de problème. Ouais. Moi, non, vraiment, j'ai énormément de sympathie pour la D'accord. spiritualité amérindienne. Donc, Mhm. j'ai vraiment aucun souci avec ça, bien au contraire. Mais là, je vois l'œcuménisme et l'anthropologie appliquée. C'est-à-dire, à une époque, on disait, dans les colonies, alors c'est plutôt le modèle anglophone, on va leur laisser leur culture, comme ça on va leur faire croire qu'on respecte et tout. Et en fait, c'est réduit au rang de folklore. Là, ils arrivent à rameuter, mais c'était déjà ce que faisait Maurice Strong avec les centres œcuméniques de la Fondation Manitou, avec des chefs spirituels de diverses religions, spiritualités. Mais si vous voulez vraiment réussir à financiariser la nature, à prendre le contrôle total, toutes ces nations, vous leur dites, voilà, on peut vous financer, on peut vous aider, voilà ce qui se passe avec la nature, Gaïa, la terre-mère, vous êtes concernés aussi. Et voilà, on prend soin de qui vous êtes, on défend ce que vous êtes. Et avant, vous n'aviez pas voix au chapitre, et nous, on vous fait intervenir à Davos, vous avez même le droit de faire un rituel. Donc pour moi, Vous voyez ça comme ça. Vous êtes... mais j'ai vraiment aucun souci avec ces rituels-là, mais vraiment bien au contraire. Ouais. Par contre, l'orchestration qui en est faite, c'est-à-dire cette manipulation pour faire genre on respecte toutes les cultures, voilà, moi c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment de l'anthropologie appliquée. Ensuite, qu'il y ait des gens qui leur culture, leur spiritualité à travers le monde, je sais pas, ça me semble... Vous les considérez fondamentalement matérialistes et qu'en fait ils se contrefoutent de toute forme de spiritualité et qu'ils les instrumentalisent. Non, ils ont leur spiritualité, qui est pour moi une spiritualité... alors je ne suis pas chrétien, mais je vais employer le terme, qui est une spiritualité complètement satanique, si je devais vraiment employer le terme. Mais qui ne correspond pas du tout à la spiritualité qu'a pu avoir cette personne durant cette cérémonie chamanique. Ouais. Chaman, c'est un terme vraiment très, très large. Oui, et puis ça ne concerne pas que l'Amérique latine d'ailleurs. Non, du tout. Mais là, voilà, c'est vraiment c'est du folklore. C'est-à-dire, voilà, on respecte toutes ces cultures, on fait venir toutes ces cultures. Davos prend soin de tout le monde, on veut le bien de la planète, donc on veut le bien de toutes les cultures. Alors que dès qu'ils pourront les écraser, financiariser, il y a beaucoup d'argent qui est investi sur la mangrove, qui est un des biomes qui est le plus coté, sur les récifs coralliens, sur la forêt tropicale, sur en fait tous ces endroits où ces populations habitent. Voilà, c'est exactement la même chose qu'essaient de faire des ONG bleues avec la privatisation des océans ou la restauration marine. Vous allez sur le site Protected Planet, vous voyez qu'il y a déjà plusieurs centaines de milliers de zones protégées, et je dis plusieurs centaines de milliers de zones protégées à travers le monde. Donc il y a des opérateurs privés qui arrivent, qui disent voilà, il faut qu'on ait des aires marines protégées, ça empêche. On associe les populations locales, et comme ça les populations locales demandent aussi à ce que ça se fasse comme ça. Ils ont essayé de faire ça à la France, je crois que c'était le Pew Charitable Trust qui avait essayé. Voilà, la France, c'était pas faux à voir, ils ont dit d'accord, mais ça va être une aire marine gérée, donc par le public. Vous, non. Vous avez raison, on suit vos conseils, mais c'est nous qui gérons.
Et ils avaient essayé ils n'étaient pas contents évidemment, mais ils avaient essayé d'instrumentaliser les populations locales pour les mettre sur la même ligne. Ça participe de tout ce projet en fait. Là c'est pareil, il y avait un autre groupe dont on avait parlé sur Davocratie qui s'appelle la Global Commons Alliance, donc l'Alliance mondiale pour les communs, donc les espaces communs qu'ils cherchent à privatiser. Et ils veulent faire de chaque citoyen un steward. Donc steward, ça a plein de traductions différentes, un ambassadeur, un administrateur, un bon bref, du vivant et des communs. Voilà, donc pour moi c'est une tentative d'aliénation de ces populations, de les manipuler au dernier degré. Mais ensuite, sur le fond de la cérémonie, ça me choque pas du tout. Entendu. Voilà. C'est votre droit. Est-ce que vous voulez qu'on termine donc sur l'Union européenne ? Oui, l'Union européenne a déjà publié 2 rapports en décembre. Donc comme ça donne une idée de l'actualité de ce qu'ils comptent faire pour l'agriculture. Donc il y a un rapport, c'était l'Agence européenne de l'environnement. C'était pour voir les progrès qui étaient réalisés dans ce qu'ils appellent le 8e programme d'action environnementale de l'Union européenne. Et donc, ils précisent dans le résumé exécutif que ce plan reflète la vision du pacte vert pour l'Europe, donc le Green Deal, pour faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre au monde d'ici 2050. Et bon, je vais faire assez rapidement. Ils avaient quand même, ils analysent avec les limites planétaires, voilà, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qui n'est pas dépassé. Et donc, ils parlaient des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation énergétique, des zones en agriculture biologique, des empreintes de consommation, donc c'est-à-dire l'empreinte carbone, et comment il fallait absolument la réduire, donc ce qui ne va pas aller dans le sens de l'agriculture. Et le second rapport qui a été publié, c'est un nouveau rapport pour les systèmes alimentaires durables, qui avait appelé ça Appetite for Change, donc appétit pour le changement, avec plusieurs organismes, et c'était à destination de l'ONU. Donc il y avait dedans un centre britannique, et la Commission européenne qui a financé, il y a le Fonds pour l'environnement mondial, qui est un des fonds les plus puissants au monde sur ces questions-là. Et donc c'est pas n'importe qui, et il y avait d'autres organismes, et dedans ils préconisaient notamment de réduire de moitié la consommation de produits animaux et la consommation de produits laitiers. Et ils préconisaient notamment, ils disaient faut qu'on mette un peu plus de protéines d'insectes par exemple. Oui, bien sûr. Sur le système n'est pas un délice. N'est pas le même. Voilà, à peu près pour synthétiser ce qu'il en est. On a ça s'agite beaucoup au niveau de la technique. Je crois que votre ami Mike Borowski essayait de vous saluer même tout à l'heure. Il a tapé à la vitre. On ne se gêne pas, Mike Borowski. Vous allez encore attendre quelques minutes qu'on en finisse avec Thibaut Kerlirzin, parce qu'on lui pose une question, il a 10 réponses. Et le docteur Ying qui est là aussi. On va les avoir tout de suite à la fin de cette émission, juste après Thibaut. Alors pour terminer ce résumé, en tout cas, moi ce que je retiens, c'est que les agriculteurs, beau discours, l'amour est dans le pré ou pas de Gabriel Attal, ils ont quand même sacrément du souci à se faire. Oui, c'est dans le projet. C'est pas les mesurettes d'Attal qui vont aller contre Davos ou contre l'Union européenne. C'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent, mais finalement, en France, ils pleurnichent en effet, parce que c'est leur discours vis-à-vis du monde agricole en France. Il va y avoir bientôt le salon de l'agriculture. Et puis inversement, ils sont même à surtransposer les Français, c'est-à-dire à inciter non seulement à des normes, mais même à les durcir lorsqu'elles passent en transposition française. Les Français demandent de durcir les normes. C'est ce que j'ai entendu dire. Moi, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a un tiers des agriculteurs qui ont voté Macron, il me semble, et que Macron est arrivé en premier en intention de vote. C'est de mémoire que j'ai vu ça, donc c'est à vérifier. Je sais pas ce que veulent les Français. Là, je sais qu'ils manifestent un peu par procuration, les Français. Ouais. Ce que veulent les Français sur ces questions, j'en sais rien. Les écolos, ils veulent plus de normes, puis ensuite ils disent non, on n'est pas responsable de ce qui se passe avec les agriculteurs, alors qu'ils le sont en très bonne partie. Les Français, j'en sais rien. Non, je sais pas. Pour vous, ce sont les ONG, en tout cas, qui, si elles ne tirent les ficelles, en tout cas, sont à la manœuvre au travers toutes les institutions européennes, mondiales, internationales. C'est un acteur parmi un autre. C'est un acteur parmi un autre, sauf si on met Davos dans les ONG, puisque Davos est enregistré en tant qu'ONG auprès de la Commission européenne, enfin des institutions européennes. Mais les ONG jouent leur partition, bien évidemment. Je sais que Pascal Canfin était aux côtés de la FNSEA. Pascal Canfin, c'est l'ancien président du WWF France, quand même. Oui. Donc les ONG, évidemment, jouent leur partition. De ce que je lis des ONG, à chaque fois qu'il y a des résultats qui sont obtenus, ils sont satisfaits, mais
ils demandent toujours à aller plus loin. C'est un peu la branche radicale de l'agenda 2030, les ONG. Là, j'ai pas vu d'ONG, mais j'ai pas assez fouillé pour regarder les ONG sur les agriculteurs. Je me suis vraiment concentré sur l'estrade et les coulisses, mais pas les coulisses côté ONG. Là, je voulais vraiment voir Union européenne et Davos, parce que ce sont vraiment les patrons. Les ONG viennent en appui pour faire du lobbying, même si tout est un peu entendu dès le départ. Sur le dernier Davos, on espère vous avoir prochainement parce que vous me l'aviez dit hors antenne. J'ai pas encore analysé exactement tout ce qui Non, s'était. Je peux malheureusement pas être partout. Voilà. Donc, mais ça viendra. Le temps m'a manqué. Oui, ça viendra. Je sais que si vous voulez, je crois que Marc Draghi, j'espère ne pas le mettre camarade en porte-à-faux, a très très bien suivi. Mais il est là la semaine prochaine. Ouais, ça tombe bien. Prochain. Je pense qu'il fera très bien le travail. Ah bah c'est parfait, il prendra la suite. Je vais vous laisser ce long courriel d'un auditeur, mon cher Thibaut, qui parle de tout ça et qui termine en disant « Nous sommes dirigés par des ennemis qui veulent notre mort ». Donc je vous le laisse. Et puis éventuellement, si vous avez la gentillesse de lui répondre, il en sera enchanté. Eh ben, merci Thibaut Kerlirzin, consultant en stratégie d'intelligence économique et aussi collaborateur du magazine Géopolitique Profonde qui arrive, là, celui de février. Merci ma chère Lara. Merci Nicolas, merci à Franck Pengam également et merci à Virginie et Patrice. Merci. On remercie tout le monde et à très vite, donc à la semaine prochaine sur Radio Courtoisie.